Le professeur Joyeux est un cancérologue qui opère tous les jours, qui est face à cette maladie qui est le cancer au quotidien. C'est quelqu'un qui vous parlera de ses problèmes parce qu'il les vit avec ses patients. Et il les vit de manière extraordinaire, je dois le dire. Il nous vient ici de Montpellier, ce que peu de médecins font, gratuitement. Ce qui nous a permis de faire à un prix extrêmement démocratique. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer cette conférence, je me suis un peu renseigné sur la Belgique. Et on m'a dit, les Belges, ils aiment bien les habitudes. Et je me suis dit, alors ce soir, ça va être dur. Parce que je viens ici pour changer nos habitudes. Et parce que je suis convaincu dans mon expérience depuis maintenant 1970, vous voyez, le siècle dernier, 40 ans, que le cancer n'est pas inéluctable. On peut en avoir peur, et on a raison, mais qu'il faut bien connaître aujourd'hui les causes, parce que si l'on connaît les causes, alors on peut les éloigner. Et l'alimentation est un des facteurs majeurs des cancers. Évidemment, il n'y a pas que l'alimentation. Ce n'est pas parce qu'en sortant, vous allez suivre les conseils nutritionnels que je vous donnerai et que vous continuerez à fumer que vous ne ferez pas un cancer du poumon. Ce n'est pas parce que vous attraperez tel ou tel virus, que ce soit celui du sida ou que ce soit celui appelé papillomavirus, que vous ne ferez pas de cancer si vous ne faites que changer d'alimentation. Alors nous allons voir ce soir des choses qui sont délicates, des sujets qui sont intimes, familiaux, personnels. On dit en France qu'il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y a pas un cancer. Et donc, moi ce que je souhaite, c'est que vous reteniez un certain nombre de choses. Il y a une chose qui me frappe quand même, c'est que je vois beaucoup d'hommes. En France, il y a beaucoup de femmes, et je suis toujours content quand il y a beaucoup de femmes, parce que quand vous informez une femme en France, vous informez d'un coup 100. Et quand vous informez un homme en France, vous en informez la moitié d'un. Mais en Belgique, c'est différent. Ça y est, c'est mieux? Alors, pour arriver à retenir des choses importantes, j'ai deux solutions. Soit je vous fais tous pleurer, je joue l'émotion, soit on rigole. Étant joyeux 24 heures sur 24, je choisis cette façon. Sur des sujets délicats. Alors vous allez imaginer que nous sommes en consultation. Voilà, je rentre dans la salle de consultation, il y a la parité, un homme et une femme. Et je demande qui est malade. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus évident, alors qu'il y a 30 ans, quand je rentrais dans la salle de consultation, c'était évident, je voyais un homme affaibli, anémique, on disait cachectique, qui avait un teint de cancéreux. Aujourd'hui, pas du tout. Vous trouvez des gens qui vous paraissent extérieurement en pleine forme. Alors, qui est malade? Et voilà que le monsieur répond, écoutez docteur, ma femme et moi, nous sommes un petit peu originaux, excusez-nous, mais ni ma femme ni moi, nous sommes malades. Qu'est-ce que vous venez faire dans une consultation de cancérologie? Nous sommes à Montpellier, allez donc au bord de la plage voir des flamants roses. Oui, mais nous sommes encore originaux, ma femme et moi. Docteur, nous aimerions avoir un cancer. Ça j'avoue que c'est exceptionnel. Je dis, vous le voulez où? Alors, le monsieur me dit, vous savez, avant de venir, je suis allé sur Internet. Bonne démarche. J'ai regardé comment était faite ma femme. Je connaissais que l'extérieur. J'ai regardé l'intérieur. Et puis j'ai vu comment moi j'étais fait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Nous avons le même tube digestif.
Elle a des ovaires et j'ai des testicules. Elle a des seins et j'en ai pas. Mais j'ai une prostate, elle en a pas. Elle a un utérus et j'en ai pas. Il était bon pour être reçu en première année de médecine, lui. Et il me dit, voilà, je sais que vous connaissez bien cette maladie. Eh bien nous nous sommes dit que si vous nous disiez comment la voir, on saurait bien comment pas la voir. Parce qu'on va appliquer l'inverse de ce que vous allez nous dire. Bon, alors vous voulez où, monsieur? Ben, le tube digestif, ça commence par là, me dit-il, c'est juste, et ça descend jusqu'en bas, c'est juste aussi. Et ma femme et moi, on a le même. Alors, commençons par le haut. Vous voulez qu'on aille dans le sens du circuit? Allons-y. Alors, si vous en voulez un par là, je vais vous dire ce qu'il faut acheter au supermarché. C'est très simple. Pour avoir un cancer otorino-laryngologique, il faut boire des alcools forts, whisky, Pernod Ricard, gin, vodka, régulièrement, bien sûr. C'est-à-dire au moins une fois par jour. Et puis, il faut associer à cela le tabac. Et puis, prenez plutôt du papier maïs, ça ira plus vite. Alors, 2 paquets pour monsieur, 1 paquet pour madame. Pourquoi 1 pour madame? Parce que madame, elle a une capacité respiratoire qui est la moitié de celle de l'homme. C'est comme ça. On a des équipes de football d'hommes et de femmes. C'est pas pour des raisons de sexualité que c'est pas mélangé. C'est parce que la force est différente. Parce que la capacité respiratoire de la femme, c'est comme ça. Vous êtes beaucoup plus intelligente que nous, mais vous avez une capacité respiratoire inférieure de moitié. Donc, quand vous fumez 10 cigarettes, mesdames, c'est comme si vous fumiez un paquet. Ne dites pas, je fume peu avec 10 cigarettes. Et aujourd'hui, nous voyons malheureusement de plus en plus de cancers, qui sont des cancers des voies respiratoires, des voies urinaires, du larynx, mais aussi tous les autres cancers qui sont associés aux mauvaises habitudes alimentaires, puisque dans les boissons alcoolisées, vous venez bien d'entendre. Oui, alors docteur, comment ça se révèle? Oh, c'est pas compliqué. Un beau matin, monsieur, vous allez vous raser, et en vous rasant, vous allez trouver une boule au cou. Vous allez appeler votre chérie, chérie, viens vite, j'ai une boule au cou. Elle va toucher la boule, elle va dire t'as mal, vous allez dire non. Mais elle va appeler le toubib, elle va appeler le médecin. Docteur, mon mari a une boule au cou, et le malade, et le médecin a déjà fait le diagnostic immédiatement parce qu'il vous connaît, médecin référent. Il sait que vous fumez, il sait que vous n'êtes pas bourré, mais que vous avez ce qu'on appelle un alcoolisme mondain. Et donc il sait que c'est déjà la métastase ganglionnaire d'un cancer de la zone otorino-laryngologique. Ça se soigne, ça se guérit dans 60% des cas. Dans 40% des cas, on passe vers l'au-delà. Et ça se soigne avec quoi? Avec de la chimio, avec des rayons, avec des aiguilles radioactives parfois sur la langue. Bref, c'est un calvaire. Et un calvaire qui pourrait être évité dans la mesure où les gens seraient informés correctement. Et nous avons des moyens d'information absolument fabuleux avec la radio et la télé. Mais en dehors de l'émission de RTB d'aujourd'hui, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de sponsor. Parce que pour passer à la télé en France, il faut, comme on dit, cracher au bassinet. Et ça, c'est jamais. Je ne l'accepterai jamais. Alors, vous voulez un cancer plus bas au niveau de l'œsophage? C'est pas compliqué, j'ai opéré lundi même une jeune femme de 52 ans d'un cancer de l'œsophage qui n'aurait jamais dû avoir un cancer de l'œsophage, qui a mis sa vie en danger, avec certes du stress, avec du reflux entre son estomac et son œsophage. Or, le liquide de l'estomac, il est à pH 4, c'est un pH qui est donc très acide, qui n'est pas destiné à l'œsophage. Et quand on est hyper stressé, quand on n'est pas suffisamment philosophe, tout ce que vous voudrez comme philosophie, eh bien, à ce moment-là, le pylore se contracte et le liquide de l'estomac remonte vers l'œsophage et le brûle. Alors, elle a fait des rétrécissements. Alors, on est allé la dilater 1 fois, 2 fois, 3 fois. On l'a traumatisée et il fallait le faire. Et puis, un beau jour, ça passait plus. Cancer de l'œsophage. Alors, chimio, rayon, anti-facteur de croissance. Et puis, opération, 6 heures d'intervention chirurgicale. Tout ça aurait pu être évité si cette femme avait été informée, si son médecin, au lieu de lui donner uniquement des traitements, avait dit « Madame, on va s'asseoir, on va prendre son temps, on va réfléchir à vos comportements de vie pour vous aider à ne pas tourner vers les catastrophes. » Œsophage, estomac. Alors estomac, c'est pas compliqué. Il y a 30 ans, nous opérions dans mon centre anticancéreux à peu près 1 malade par jour. 1 malade par jour de cancer de l'estomac. Actuellement, c'est 1 par mois. Ça veut dire quel progrès!
C'est pas la médecine qui a progressé, c'est l'industrie de l'électroménager. Parce qu'on a abandonné les conserves pour passer vers le froid, le réfrigérateur ou le congélateur, en sachant que dans le congélateur, les choses ne devraient pas rester plus d'un mois et demi. Et pourtant, je vois dans certains congélateurs des choses qui sont là depuis 3 mois. Et qui perdent de la qualité nutritionnelle, évidemment. Alors que le réfrigérateur, c'est fait pour conserver des aliments pas plus d'1 semaine. Sinon, vous perdez toutes les qualités nutritionnelles de ce que vous mettez là-dedans, surtout si ce sont des produits frais. Alors l'estomac, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en nous gavant d'une alimentation qui est une alimentation délétère que nous allons voir, on fait venir un petit germe. Un petit germe qu'on appelle Helicobacter pylori. Pourquoi? Parce qu'au microscope, il a une forme un peu d'hélicoptère, bactérie, pylori, proche du pylore. C'est un rongeur, une forme de rongeur qui va irriter, inflammation, gastrite, inflammation de l'estomac. À partir de là, peut-être un ulcère. Et la dernière patiente que j'ai opérée, eh bien oui, elle avait un ulcère à l'estomac, on l'a soignée pour un ulcère à l'estomac, puis un beau jour, cet ulcère, malheureusement, s'est transformé en cancer. On a fait une biopsie, il y avait un cancer. Taux de guérison du cancer de l'estomac, 20%, ça veut dire pas de guérison pour 80%. Il y a 30 ans, c'était pareil. Nous n'avons pratiquement pas bougé au niveau des résultats. Mais par contre, nous savons comment prévenir, et la prévention du cancer de l'estomac, c'est une alimentation qui contiendra beaucoup plus de vitamine C, donc de fruits, de légumes et de légumineuses, et qui par contre ne consommera pas tout ce qui vous est dit en publicité à la télé. C'est formidable la télé parce que tout ce qu'elle vous dit en publicité, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. C'est clair. Quand vous avez... D'abord, vous remarquerez qu'on vous propose surtout ne vous fatiguez pas. Donc on vous propose une viande hachée qui a été mâchée avant par un autre. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Surtout, fatiguez pas vos ratounes. Et puis on vous propose des choses... Surtout des produits laitiers, mais alors gavez-vous de produits laitiers. Tout ce qui était destiné aux veaux, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tant de cerveaux de veaux qui sont en train de se constituer. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce qu'autrefois, nos mamans étaient géniales. Elles étaient géniales en ce sens qu'elles faisaient bouillir le lait, souvenez-vous. Et quand on faisait bouillir le lait, il y avait la couche épaisse sur le lait. On en faisait du beurre, des gâteaux, des bonnes choses. Mais cette couche épaisse, c'était quoi? C'était les facteurs de croissance destinés au fils de la vache qui s'appelle le veau, qui étaient détruits. C'est-à-dire que les formules chimiques étaient perturbées, étaient explosées. Le facteur de croissance, il y en a 3. En réalité, 3 familles de facteurs de croissance. Parce que comme toujours, dans la recherche scientifique, quand vous trouvez une nouvelle molécule, vous en avez 50 derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le lait des bovins, vous avez 3 facteurs de croissance. Un qu'on appelle épidermal growth factor, facteur de croissance épiderme de la peau du veau. Un deuxième qu'on appelle TGF, transforming growth factor, qui transforme les tissus comme les muscles, les tendons, les articulations. Et le troisième qui s'appelle insulin growth factor, qui est destiné à insuline pancréas. Donc c'est essentiellement le tube digestif, l'intérieur de notre corps. Or, je n'ai pas un foie de veau, ni un pancréas de veau, ni des articulations de veau. Or, le problème, c'est que le lait aujourd'hui, il est conservé par l'industrie agroalimentaire pour des raisons pratiques, qui ne sont pas des raisons ni éthiques ni de santé, à ultra haute température. Et ultra haute température, c'est quoi? C'est 3-4 secondes maximum, 140 degrés. Pourquoi pas plus longtemps? Parce que sinon, le lactose, vous en faites du caramel. Vous ne pouvez pas faire ça plus longtemps, à 140 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne détruit pas aujourd'hui les facteurs de croissance, et que ces facteurs de croissance, vous les avez dans les produits laitiers d'aujourd'hui. Seulement ça, on ne vous le dira pas. Alors j'ai fait une saisine auprès de ce qu'on appelle en France l'Agence française de sécurité des aliments, ça doit faire plus d'1 an et demi. On m'a dit que j'aurais la réponse en mai 2011, donc je vous la donnerai quand je l'aurai. Mais je savais déjà des éléments de réponse, à savoir que quand vous allez au pis de la vache et que vous allez prendre son lait, par exemple le TGF-bêta, il y a alpha-bêta et bien d'autres, le TGF-bêta vous en avez 6000 picogrammes, vous le faites bouillir 300. Et ce qui est intéressant à savoir, que nous, cancérologues, nous vivons tous les jours, c'est que les nouveaux médicaments du cancer, ce sont quoi? Ce ne sont pas des chimiothérapies qui vont vous fusiller tout votre organisme. Ce sont des thérapies dites ciblées, c'est-à-dire ciblées sur le tissu tumoral,
ce sont ce qu'on appelle des anti-angiogéniques, des anti-facteurs de croissance. Donc d'un côté, on nous en fait consommer, et on vous dit, si vous faites un cancer, vous inquiétez pas madame avec votre cancer du sein, vous inquiétez pas monsieur avec votre cancer de la prostate, puisque la prostate est à l'homme ce que le sein est à la femme, et on vous soignera, on a tout ce qu'il faut. Moyennant quoi la sécurité sociale plonge de 10 milliards d'euros rien que pour soigner le cancer en France, que personne n'a envie d'avoir un cancer. Alors on vous dit, on va vous le dépister. On est sympa, on va vous en dépister un. Madame, vous avez un cancer. Monsieur, vous avez... Non, moi je veux pas, je veux qu'on me prévienne. Je veux pas de cancer, je veux prévenir le cancer. Et ça c'est possible, mais il faut changer nos habitudes alimentaires. Ça veut dire que tant que les produits laitiers seront tels qu'ils sont aujourd'hui, eh bien il faut aller vers ceux de chèvres et de brebis, c'est-à-dire des petits animaux qui ont des facteurs de croissance pour de petites articulations, pour des tissus qui sont plus petits que les nôtres. Et là, vous risquez rien, mais pas 3 par jour, comme dit le plan national de nutrition santé en France. 1 par jour suffit. Ah, mais je vais finir en poussière. J'ai plus de calcium. J'ai plus de calcium, je vais finir en poussière. Mais attention, il faut que vous sachiez que le calcium animal est absorbé par notre propre corps, maximum 35%. 65% ne l'est pas. Il passe où? Dans les déchets. Gaspillage. Irritation du côlon, irritation du digestif. Irritation, ça veut dire perméabilité augmentée, ça veut dire ce qu'on appelle le leaky gut en anglais, qui veut dire intestin poreux. C'est des petits trous, c'est une porosité intestinale à différents endroits à la fois de notre intestin grêle, qu'on appelle le petit intestin, qui absorbe les aliments, mais aussi au niveau du côlon. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous avez des mauvaises molécules qui vont passer, en particulier des facteurs de croissance qui vont aller abîmer vos articulations. J'ai mal aux épaules, j'ai mal aux hanches, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Et mes collègues orthopédistes me disent, mais ferme-la. On a tout ce qu'il faut pour remplacer. La dame, regarde, on lui a foutu une prothèse à droite, maintenant on va lui faire la gauche. Et donc 2 ans, c'est le genou droit, le genou gauche, l'épaule. Mais c'est fabuleux, on se les fait en or, les machins. Vous me suivez? Bon. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut aider les gens à prendre les nouvelles habitudes alimentaires qui vont leur permettre d'être en meilleure santé sur tous les plans, qui ne sont pas simplement le plan de l'articulation, le plan de la peau. Et c'est là que nous touchons à ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies auto-immunes. C'est facile à comprendre. Auto, c'est auto, mobile auto, c'est mon autonomie. Autonomie. Et auto-immune, ça veut dire que c'est mon système de défense qui est fatigué. Et comment je vais fatiguer mon système de défense immunitaire? Ce n'est pas une immunité parlementaire, vous me suivez? C'est une immunité pour moi, pour mon propre corps. Eh bien, tout simplement, mon immunité dépend d'une bonne nutrition. Et aussi d'autres comportements que nous verrons, c'est-à-dire d'avoir une activité physique, car nous sommes des bipèdes qui ne sont pas simplement faits pour marcher, mais pour courir, pour avoir une activité physique au minimum 2 fois par semaine qui va nous faire transpirer. Et cette transpiration est utile parce qu'elle va permettre d'éliminer les produits toxiques que je respire ou que je mange sans le vouloir. Car même si vous êtes dans un coin de France ou de Belgique où il y a peut-être moins de pollution, vous avez quand même de la pollution. Il ne faut pas rêver. Mais on ne va pas s'empêcher de respirer, de manger, de boire et d'être heureux. On va apprendre à éliminer les produits toxiques qui peuvent arriver dans mon corps. Ces produits toxiques, on les a cherchés, on les a trouvés. On les a cherchés dans le cerveau, dans le foie, dans le cœur. On les a cherchés partout. On les a trouvés sous la peau, proche des glandes sudoripares. Les glandes sudoripares sont les glandes de la sueur. Ça, c'est génial. Nous avons un corps qui est tellement génialement constitué que si nous arrivions à tout comprendre de lui, nous nous arrêterions en contemplation devant nous-mêmes. Il y a toujours des choses à chercher, heureusement. Donc, quand vous transpirez, c'est bien. Et pas transpirer la nuit quand on ne fout rien. C'est transpirer en s'activant. Car transpirer la nuit quand on ne fait rien, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a une pathologie sous-jacente qui est en train de se préparer. Alors, vous avez bien compris que le cancer de l'estomac, si vous ne voulez pas en avoir un, il faut être zen. 2, il faut manger beaucoup de fruits frais et de saison, et si possible bio. Ça veut dire qui ne contiennent pas de pesticides. Et nous avons fait avec une de mes collègues de l'INSERM en France, l'Institut national de la recherche médicale, une recherche qui s'est appelée Abarak. Nous avons ouvert une voie. Nous n'avons pas fait des études statistiques qui coûtent extrêmement cher, parce que nous n'avions pas les moyens, mais nous avons fait une étude qui a permis de montrer que les produits issus de l'agriculture biologique
sont le maillot jaune sans dopage par rapport à ceux de l'agriculture raisonnée ou même du conventionnel. Et ce qui est intéressant dans les résultats que nous avons eus dans le raisonné, c'est que nous avions des résultats du raisonné qui étaient très proches du bio, parce que c'était des agriculteurs qui étaient depuis pas mal de temps en raisonné proches du passage au bio, et d'autres résultats du raisonné qui étaient proches du conventionnel parce qu'ils étaient depuis peu dans le raisonné et qu'ils avaient quitté les pesticides depuis peu de temps. Les pesticides, insecticides, etc. ne sont pas nécessaires à notre agriculture. Seulement, il y a du business, il y a des lobbies, et j'ai rencontré à plusieurs reprises notre ministre de l'écologie, M. Borloo, qui me disait, vous comprenez, je suis obligé de négocier. Si je veux réduire les pesticides de 50%, je le peux. Ben, allez-y. Et pourquoi pas 100%? Ben parce que je ne peux que 50%, sinon je suis obligé d'accepter les OGM. Eh bien, les OGM, qu'on les laisse aux Américains. Moi, ça ne me gêne pas. Mais on n'en a pas besoin chez nous. On a besoin d'une agriculture de qualité, tellement de qualité que je suis convaincu aujourd'hui que l'agriculteur est le premier acteur de santé. C'est le premier acteur. Parce que c'est lui qui me donne la bonne essence pour mon moteur, pour mon corps. Agriculteur, premier acteur de santé, qui est le deuxième. Chacun d'entre nous, c'est notre capital santé que nous devons préserver. Et ce capital santé, il faut que nous le connaissions. Et aujourd'hui, la connaissance du grand public, vous le verrez au moment des questions, vos questions seront toutes très pertinentes. Il n'y en a pas une qui ne sera pas intelligente. Toutes sont justes et elles démontrent aujourd'hui que le grand public a acquis une formation scientifique parfois supérieure à celle de médecins. Parfois supérieure. Je ne dis pas toujours. Parce que de plus en plus de médecins prennent conscience maintenant que la nutrition c'est important et que la nutrition, la nutrithérapie comme l'on dit, c'est une spécialité qui est transversale. Elle est bonne pour le pédiatre, elle est bonne pour le gériatre, elle est bonne pour l'urologue, elle est bonne pour le gynécologue, elle est bonne pour le cardiologue, le chirurgien, pour toutes les spécialités. Et ce qui manque dans nos universités, il faut le dire clairement, c'est qu'il n'y a pas cette formation suffisante. On vous donne le régime du goutteux, de l'obèse, du diabétique, qui fait fuir les gens, qui restent goutteux, diabétiques et obèses. Bon, et donc alors c'est le règne des laboratoires, ils sont ravis. Parce que eux, ils y vont de leurs médicaments. D'ailleurs, les laboratoires, ils ont compris une chose. Il y a beaucoup plus de gens en bonne santé encore que de gens malades. Si vous donnez un comprimé à des gens en bonne santé, vous en avez beaucoup. Ça fait du business. Alors on va vous dire, madame, vous avez quel âge? 48? Ouh, vous allez maigrir, vous allez vieillir. Vous allez avoir la peau qui se ratatine, vous allez perdre la mémoire, votre mari va se barrer, vous allez avoir de la sécheresse de la tête aux pieds, etc., etc. Monsieur, vous avez quel âge? 50, oh là là. Vous allez avoir des problèmes de quéquette, oh là là. Il vous faut déjà du petit Viagra, vous savez, on va vous médicaliser. Et aujourd'hui, quand il y a un médicament, l'objectif c'est où est-ce que je peux utiliser ce médicament? Dans quelle prévention, c'est-à-dire on vous fait croire qu'on va vous prévenir par un médicament, alors que c'est par des comportements qu'on peut aller vers la prévention. Alors, ayez pitié de votre estomac. Ayez pitié de lui, c'est-à-dire donnez-lui de bonnes choses, c'est-à-dire donnez-lui des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, de la bonne flotte, mais surtout, n'oubliez pas que votre digestion ne commence pas seulement là, elle commence là. Que le Big Boss, comme je dis, nous a donné non pas simplement que 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, il nous a donné 6 glandes salivaires, rendez-vous compte, 6, 2 parotides, 2 sous-maxillaires, 2 sublinguales. Pourquoi faire? Pour fabriquer 1 litre de salive par jour, dans la mesure où vous mastiquez. Mais si la viande est prémâchée par quelqu'un, vous n'avez rien mastiqué. Si vous avez du pain de mie, et puis ça descend. Si vous buvez que des produits lactels, machin, Actimel, tout ça, vous ne mastiquez rien. Alors, au lieu de fabriquer votre litre de salive, comme vous ne mastiquez rien, vous fabriquez 300, 400, 500, moyennant quoi mauvaise digestion, vous ballonnez. À la piscine, vous flottez. Ensuite, c'est la pétarade assurée. Ça s'appelle flatulence en termes bourgeois. Alors on vous dit, j'ai des flatulences. Ben oui, bien sûr. On vous suit à la trace, vous comprenez? Bon. Et tout ça peut être évité dans la mesure où justement toutes ces dents que nous avons sont destinées à la mastication. Je me souviens que quand notre petite fille Agathe a eu sa première dent, notre fille aînée m'a appelé, elle me dit « Papa, Agathe a une dent ». Évidemment, la Terre s'arrête de tourner, vous comprenez bien.
Alors je dis, ma fille, sais-tu que ça veut dire? Elle me dit non. Pourtant, elle a fait de belles études. Ben, je dis, ça veut dire, si elle a une dent, qu'elle peut croquer la pomme. Elle me dit, papa, il n'y en a qu'une. Elle se dit, il en faut deux, une en face. Bon, je dis, tu n'as pas une fourchette pour écraser les fruits? Ah, mais j'y avais pas pensé. Mais tu crois que tu peux lui donner des fruits? Écoute, ma chérie, c'est l'époque des mandarines. Tu vas lui mettre une mandarine, comme ça, une toute petite tranche de mandarine sur les lèvres. Tu vas voir. Et puis tu m'appelles. Le lendemain, allô papa, Agathe a horreur des mandarines. Pourquoi? Décris-moi un petit peu. Ben, j'ai fait ce que tu m'as dit. Elle a fait une grimace. Mais comment? Elle a fermé les yeux, elle s'est contractée, tout le cerveau. Ben, je dis oui, elle réfléchissait. Elle réfléchissait, qu'est-ce que c'est ce truc nouveau que ma maman me donne? Continue, ma fille. Parce que chez l'enfant tout petit, les papilles sont là. Elles sont sur les lèvres. Chez nous, elles vont vers le fond. Nous en avons des milliards pour goûter les aliments, le doux, le sucré, le salé, le bon vin, le bon poisson, les bonnes... Tout ce qui est bon. Nous avons des milliards de petites papilles qui sont là pour notre bonheur. Et nous brûlons tout ça en buvant trop rapidement, en nous gavant de boissons stupides. Vous avez entendu ce que j'ai dit ce matin? Pourquoi l'équipe de France, j'ai compris pourquoi l'équipe de France de football a été catastrophique au mondial. Les joueurs buvaient du coca. C'est tout, ils acidifiaient leur estomac, leurs urines et tout. Comment voulez-vous qu'ils puissent réussir? On a été lamentable. Alors, est-ce qu'il paraît que, c'est ce que disait un des médecins de l'équipe, qui s'est fait virer d'ailleurs, parce qu'il disait aux jeunes, il ne faut pas que tu boives du coca, et les jeunes disent, oh, j'ai envie. Ben oui, mais j'ai envie, mais regardez ce qu'ils ont fait. Seulement, ils gagnaient du pognon sans rien faire. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Venons maintenant à votre pancréas, parce que, ayez pitié de lui, ayez pitié de nous, les chirurgiens aussi, parce qu'une intervention sur le pancréas, c'est une intervention difficile. Mais il faut que vous compreniez bien comment vous pouvez fabriquer un cancer pancréatique. C'est pas compliqué. Le pancréas, il a deux fonctions essentielles. Une première, c'est d'aider notre organisme à avoir un taux de sucre dans le sang stable. 1 gramme de sucre par litre de sang. Formidable. Mais si vous vous gavez de produits sucrés, vous le faites bosser trop. Coca-Cola, les morceaux de sucre là-dedans, il y en a une vingtaine, trentaine, on ne les compte plus. Quand vous prenez ça, c'est très astucieux. Vous faites igloo, 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 et quand c'est fini, bien votre taux de sucre monte immédiatement. Le pancréas est appelé, le tocsin sonne. Il lui est dit au pancréas, il y a trop de sucre dans le sang, il dit j'arrive, il envoie de l'insuline. Seulement quand il envoie régulièrement de l'insuline, qu'est-ce qui se passe? Si le taux monte à 1,10, 1,12, 1,8, 1,9, peu importe, eh bien le pancréas va envoyer de l'insuline pour faire baisser le taux plus bas, pour le ramener. Mais pour le ramener à 1, il l'amène d'abord à 0,90. Et quand vous avez 0,90, vous avez une petite hypoglycémie, vous êtes énervé, vous avez soif, rebelote. Et ça, c'est une catastrophe. Ces boissons-là, vous devez les garder en pharmacie. Le Coca-Cola dans la pharmacie quand vous avez le choléra. Vous savez, quand vous avez le choléra, vous avez la courante. Et quand vous avez la courante et que vous perdez tout par le bas, ben vous avez intérêt effectivement à boire de l'eau sucrée. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut vous être utile. Mais c'est le seul cas. Sinon, quand vous avez des taches sur le tapis, ça peut nettoyer votre tapis. Voilà à quoi servent ce type de boissons. Seulement, en réalité, on nous trompe et on trompe nos jeunes qui vont capter ce sucre et qui vont le stocker. D'abord, ils vont abîmer leur pancréas quand ils sont jeunes et ils vont stocker ce sucre sous quelle forme? Sous forme de gras. Car le sucre en excès, tant que le rein n'est pas abîmé, avec risque de diabète, tant que le rein n'est pas abîmé, ben nous le gardons et nous le stockons. Et nous allons faire du sucre stocké d'abord dans le foie. Ça permet d'avoir du foie gras. Mais on n'est pas des oies. Que de femmes aujourd'hui, c'est assez intéressant, viennent à la consultation. Bon, vous les tranquillisez pour leurs problèmes de santé, le sein, ceci, cela. Et puis elles vous disent, docteur, est-ce que vous avez 2 minutes pour voir le problème de mon mari? Qu'est-ce qu'il a? Il est tout le temps fatigué. Qu'est-ce qu'il a? Ben écoutez, je ne sais pas, alors je lui ai dit, j'ai dit au docteur de faire des petits examens, il a fait une échographie, parfois il a fait un scanner, le docteur a dit que c'était normal, mon mari m'a dit tout va bien, que je n'ai rien, mais moi j'ai lu, ça c'est typiquement féminin, et c'est bien, et la femme elle lit, le mari il voit normal, il s'en fout, il balance, tandis qu'elle elle lit, et elle voit qu'il a une stéatose hépatique, ça veut dire quoi docteur? Ça veut dire que votre mari a le foie gras.
Mais ce n'est pas une oie, mon mari. Non, d'accord, mais il fait comme les oies, madame. À part que les oies, on les gave, on les oblige à prendre le maïs, de l'eau sucrée et tout le reste. Alors que là, dans le cas particulier, chaque fois qu'il est fatigué, il lui faut un biscuit, il lui faut un petit coup d'alcool, il lui faut un petit truc. Et il aggrave son cas. Et quand on a une stéatose hépatique, on est crevé, fatigué en permanence. On a besoin de faire la sieste pendant un quart d'heure, 1 heure ou 2 après le repas de midi, parce qu'on est fatigué et que le foie est exactement comme dans un état d'hépatite, d'inflammation, fatigué. Donc ça aussi, c'est un point capital. Alors, ayez pitié de votre pancréas et de votre foie à la fois, parce que le foie et le pancréas, c'est la même région dans l'organisme. Et la deuxième chose, la deuxième capacité du pancréas, c'est quoi? C'est qu'il fabrique un liquide. Et ce liquide s'appelle le liquide pancréatique. Il est destiné à digérer les graisses, les mayonnaises, les viandes grasses, les poissons gras, etc. Mais si vous faites cuire ces graisses, si vous mettez là-dedans des benzopyrènes, des nitrosamines, des produits qui sont des produits véritablement toxiques pour notre organisme, eh bien le pancréas, vous allez le faire bosser trop fort. Un beau jour, il va rendre les armes. Et quand il va rendre les armes, il va se mettre à chahuter, c'est-à-dire à ce que des cellules pancréatiques se mettent à se multiplier anormalement. Et en se multipliant anormalement, ça risque de faire un cancer pancréatique. J'ai un exemple fabuleux d'un de mes amis exactement du même âge que moi. À 60 ans, il m'appelle et il me dit, voilà, je suis dans la région de Toulouse, j'ai un cancer du pancréas, m'a-t-on dit, me dit-il, et si on m'opère, je risque de rester sur la table, et de toute façon, je vais casser ma pipe dans l'année. Je dis, écoute Jean-Claude, je te connais, je me souviens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, envoie-moi tout ton dossier. Je vois le dossier, il avait un taux du marqueur pancréatique, le CA19-9, qui n'était pas normal, il avait un scanner et une IRM avec un scanner, donc des images qui montraient que le pancréas n'allait pas bien. Je l'appelle, je lui dis, écoute, il faut que tu viennes, parce que moi je te dis que tu es parfaitement opérable, que tu ne resteras pas sur le billard, ne t'inquiète pas, et qu'à mon avis, il faut enlever au moins la moitié du pancréas qui n'est pas joli. Bien, je l'opère. Et qu'est-ce que je trouve? Un cancer sur le canal pancréatique, il y a un tout petit canal qui récupère le liquide pancréatique dont je vous ai parlé, 1 litre par jour, et ce petit canal, il y avait juste là, in situ, c'est-à-dire très localisé, un tout petit cancer du pancréas débutant, tout petit, qui commençait à obstruer le canal, mais qui n'avait pas infiltré, il n'avait pas traversé le canal. Il est guéri. Et cette année, nous avons fêté la guérison. Mais pourquoi Jean-Claude a-t-il fait un cancer pancréatique et pas moi? C'est que lui était international de rugby. Je n'étais pas à son niveau, moi, ni au football ni au rugby. Et ce n'est pas le rugby qui vous donne le cancer pancréatique, c'est les troisièmes mi-temps qui vous donnent ces problèmes-là. C'est que là, on vous gave d'alcool, on vous gave de produits qui sont des produits véritablement excitants de la muqueuse pancréatique, de l'intérieur du pancréas, et donc on paye la facture. Mais voyez, il a été international évidemment entre l'âge de, disons, 20 et 25, 28 ans, et il a fait son cancer à 60. Ça veut dire que le cancer que l'on découvre aujourd'hui, il ne date pas d'hier ou d'avant-hier. C'est pas parce que votre voisin a eu un problème ou parce que vous avez un problème familial ou un problème psychologique que vous allez faire un cancer dans la semaine qui suit. Ça, c'est absurde. Le côté psychologique est important, oui, pour supporter les traitements. Vous changez la cassette? Encore 2 minutes. Alors, je continue. Donc, ça veut dire que le pancréas, voyez-vous, il faut le préserver par une alimentation qui contient bien entendu des sucres, mais pas en excès. Attention aux boissons sucrées, aucune n'est utile, je répète, aucune, ni soda, ni coca, ni Nutella. Et pourtant, j'en vois dans les maisons du Nutella, et les petits, et les grands-mères, et je te mets du Nutella, et je mastique que dalle avec tout ça. Laissez-moi, prenez des carrés de chocolat, j'ai pas dit des plaques, carrés. 1 carré matin et soir, disons 2 si vous voulez, pour faire plaisir. Mais attention, alors vous voyez, récemment, je voyais mes infirmières, quand j'ai de nouvelles infirmières qui arrivent, on vient toujours me les présenter. Bon, elles sont au courant par les anciennes, bien sûr. Alors il y en a qui arrivent, qui se portent bien, comme on dit, n'est-ce pas? Bon, on appelle ça léger surpoids. Il ne faut jamais dire obésité, c'est très discourtois. Vous dites léger surpoids. Alors la demoiselle arrive, et je lui dis, mademoiselle, vous êtes au yaya, yaourt, et vous aimez le Nutella. Alors elle rougit. Bon, je lui dis, c'est pas la peine de me répondre, je le vois.
Pourquoi je le vois? Parce que je vois où c'est stocké. Vous comprenez? Je vois où c'est stocké. Alors récemment, pour arriver à convaincre mes infirmières, je leur ai trouvé la formule du Nutella. Chocolat, du beurre, du sucre, tout ça, elles savaient, mais elles avaient oublié qu'il y avait un produit qu'on appelle le carbamide. Les étudiants en médecine savent très bien ce que c'est que le carbamide, mais le grand public, on ne va pas lui dire. Le carbamide, c'est l'urée. Ça veut dire que quand vous avez préparé votre stock de chocolat, de beurre et de sucre, faites pipi dessus et vous aurez du Nutella. C'est le carbamide, c'est de l'urée. Donc ça signifie que ça aussi, c'est une notion importante à faire connaître. Les publicités que vous voyez à la télé, que vous entendez à la radio sur tous les aspects de nutrition sont aujourd'hui non anthropologiques. J'appelle ça de l'anthropo-illogie. Elles ne sont pas destinées à notre santé. 1 litre de salive, si vous mastiquez bien, 1 litre de liquide gastrique, dans l'estomac, il fabrique 1 litre de liquide pour digérer, deuxième partie de la digestion, 1 litre de liquide pancréatique, 1 litre de bile, le foie fabrique de la bile, pour aider justement à la digestion de tout cela. Donc j'en suis déjà à 4. Et 1 litre par mètre d'intestin grêle. Comme j'en ai entre 4 et 6 mètres, je suis à 10 litres. Plus les boissons, je n'ai pas 10 litres de sortie, sauf si j'ai le choléra. Donc, en général, la sortie, c'est 1 litre, 1 litre et demi d'urine. Et il faut des urines claires. Il faut des urines claires, pourquoi? Parce que quand vous avez des urines qui sont trop concentrées, odorantes, malodorantes, ou trop jaunes, trop... Un jour, un homme me dit, moi, docteur, je suis très fier parce que je pisse de la bière. Non. Alors, il en buvait autant qu'il en pissait. Non, il ne pissait pas de la bière. Ce qui se passait, c'est que cet homme avait une rétention de sel biliaire. Il avait un foie qui marchait mal. Il marchait mal. Alors il se faisait plaisir en faisant des bulles, mais en réalité, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, monsieur, ça ne va pas. Et il avait effectivement une stéatose hépatique, plus une pathologie biliaire qui était en train de démarrer. Vous voyez? Donc ça, ce sont des choses qui sont très simples et que l'on pourrait tellement faire passer simplement à la télé après 20h30 à la place de Darty dont on n'a rien à foutre. Alors moi, je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y avait un homme très connu en France, en Belgique, je ne sais pas si d'ailleurs il n'était pas de chez vous, qui s'appelait le mime Marceau. Le mime Marceau était un homme absolument génial qui, sans parler, arrivait à se faire comprendre. Moi, je trouve ça fabuleux. Eh bien, j'imagine le mime Marceau en train de, à 20h30, après les nouvelles, d'expliquer à des grands-parents, à des enfants, à toute une famille, la prévention du cancer du testicule. Je vais vous dire, c'est pas facile à expliquer toutes ces choses-là, c'est quand même intime. Ben non. Tout simplement, il suffit d'apprendre au petit garçon qu'il a 2 bouboules, ça c'est qu'il le sait très bien de part et d'autre du sexe, qui ne s'appellent pas les coucougnettes ni les cacahuètes, comme parfois les mamans le disent en France, qui ne s'appellent pas les testibules mais les testicules, ça aussi il faut leur faire savoir, et qu'il faut vérifier sous la douche qu'ils sont tous les 2 présents. Alors il y a 2 étés, je me souviens, pendant les vacances, on parlait avec une famille sympa, et il y avait un gosse qui était caché sous l'escalier pendant les vacances. Et voilà que le lendemain matin, au petit déjeuner, ce petit Martin de 10 ans vient me voir et il me dit une phrase formidable. Il me dit, est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es docteur? Je dis, oui, Martin. Et il me dit, est-ce que je peux te parler comme un docteur? C'est superbe, cette phrase d'un enfant. Est-ce que je peux te parler comme un docteur? Je dis, bien sûr, qu'est-ce que tu as? Il me dit, hier, j'étais caché sous l'escalier. Et j'ai entendu quand tu as parlé des testicules. Je dis, mon testicule, d'accord. Et alors, sous la douche, hier soir, il en manque un. Ah bon? Et ce matin, tu t'es redouché? Oui. Et alors? Il n'y en a qu'un. Il avait les larmes aux yeux. J'ai dit, alors tu veux que je fasse le docteur? On va vérifier. Bien sûr. Ben, on a vérifié. Il y en avait un plus haut que l'autre. Vous savez très bien ça, mesdames, n'est-ce pas? Enfin bon, un plus haut que l'autre. Et voilà. Alors je lui ai trouvé, quand il a touché sa bouboule du côté gauche, qu'il n'avait pas senti le bonheur de ce petit. J'ai dit, tu auras 15 enfants, toi. Pas de problème. Mais des choses comme ça, des choses aussi simples, parce que quand le testicule n'est pas descendu dans la bourse, c'est vrai qu'il y a un risque de cancer testiculaire. Et qu'il faut le reconnaître précocement chez le petit enfant, de telle façon qu'on donne le traitement nécessaire ou la petite intervention chirurgicale qui permet tout simplement d'éviter la catastrophe à l'âge adulte. C'est aussi simple que ça. Et alors, évidemment, là, ce n'est pas un problème de nutrition, c'est un problème d'examen clinique d'un enfant qui est capable de s'examiner lui-même et de vérifier qu'il a ce qu'il faut à la bonne place. Alors, l'intestin grêle, donc, c'est fort difficile. Par contre, après l'intestin grêle, il y a la zone des déchets. Il y a ce qu'on appelle le côlon, et ça, c'est comme en politique en France. Vous avez la droite, vous avez la gauche, vous avez le modem au milieu. Donc le côlon droit, le côlon transverse, le côlon gauche, le sigmoïde, et puis la sortie, c'est une ampoule rectale. Et là, eh ben, il ne faut pas que ça stagne. À Montpellier, à Paris, à Bruxelles, partout, tous les jours,
tous les jours, il y a l'hygiène de la ville. Et l'hygiène de la ville, c'est qu'on récupère les déchets et puis on les sort. Sinon, c'est un problème de pathologie et de risque. Alors ça sera de la pullulation, ça sera de la putréfaction, mais là, au lieu de l'avoir dans nos villes, on va l'avoir dans notre ventre. Et la putréfaction et la pullulation, ce n'est pas bon. C'est une irritation chronique du côlon, où qu'il soit, qui risque de donner des polypes par irritation, et ces polypes qui peuvent devenir des cancers. Et si en plus dans la famille, il y a un papa, une maman, un grand-père qui en a eu un à 75 ans, le fils le fera à 45. Pourquoi? Parce que le changement des habitudes alimentaires du grand-père ont commencé vers l'âge de 50 ans ou 45, et le fils a été depuis son enfance. Et donc le fils va faire le cancer à 45 ans que le père a fait lui à 75. Et à 45, c'est beaucoup plus grave qu'à 75 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il faut absolument donner tout ce qui est nécessaire à l'évacuation. Un petit râteau, et 2, un petit moteur. Bon, il faut que j'aille chez le quincaillier? Ben oui. Alors, c'est pas besoin d'aller chez le quincaillier. Le petit râteau, ce sont les fibres. Et les fibres, vous les avez dans les fruits, dans les légumes et dans les légumineuses. Elles vont ratisser. Et ces fibres, elles sont adaptées au tube digestif. Ce matin, j'avais une question sur RTB. C'est quelqu'un qui avait eu un problème de maladie de Crohn et qui avait besoin de manger des fibres, mais des fibres douces. Parce que la nature nous donne tout ce qu'il nous faut. Vous avez des fibres dures pour ceux qui ont besoin d'avoir un côlon qui sera ratissé d'une manière plus forte, et d'autres qui ont un côlon plus fragile et qui prendront des fibres douces. Ça veut dire la poire, la petite banane, bien sûr sans la peau ni l'une ni l'autre, et aussi des mandarines et pas des oranges, et pas des pamplemousses, et pas peut-être des ananas. Le jus d'ananas, oui, mais pas le centre de l'ananas, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut se méfier de ce que l'on consomme. Et puis bien les mastiquer, ces fibres, et pas je te les avale comme ça à toute vitesse, ce qui est complètement aberrant, et qui est oublié une chose très simple, que nous avons une dentition qui n'est pas seulement faite pour le sourire. Alors, tous ces problèmes de cancer du côlon et du rectum que l'on voit aujourd'hui, malheureusement, sont liés essentiellement à de mauvaises habitudes. Alors, je vous ai dit le râteau et le moteur. Ben, le moteur, c'est la contraction de la musculature intestinale. Nous avons une musculature qu'on dit lisse. Lisse, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas liée à notre volonté, bien que quand on perçoit l'amplitude et le remplissage de notre côlon et surtout d'ampoule rectale, bien on sent le besoin d'évacuer, et à ce moment-là, ça va se faire d'une façon naturelle. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bonne contraction intestinale. Et pour avoir une bonne contraction intestinale, il faut des polyphénols. C'est la tisane de Richelieu. Alors vous allez me dire, que vient faire le cardinal de Richelieu dans cette affaire? Eh bien le cardinal, figurez-vous, était constipé. En ce sens qu'on ne lui disait pas, monsieur l'éminence, vous êtes constipé, ça ne se disait pas. On lui disait, vous êtes en retard dans les réunions publiques. On l'attendait. Bien. Eh oui. Et alors un jour où il passait dans le Médoc en France, on lui fit savoir qu'il avait qu'à prendre un verre de Médoc à chaque repas. Un ballon de vin, comme on dit. Un verre de bon vin rouge plein de polyphénol. Il le prit et fut désormais à l'heure. Vous voyez? Et ça, c'est fini la constipation. Savez-vous qu'en France, la constipation française coûte 800 millions d'euros? Il n'y a pas 800 millions de constipés. Que de gens. Alors ça vous tape sur le moral, bien sûr. Même notre ministre de la Santé, il faut lui faire prendre un ballon de vin à chaque repas. Elle nous embêtera moins avec les vaccins, dont elle a peut-être besoin, mais pas tellement nous. Vous voyez? Ça aussi, ce sont des choses qui sont à savoir. Alors, il y a 2 cancers sur lesquels je voudrais insister parce que ce sont des fléaux sociaux. C'est 1, le sein, et 2, la prostate. Le cancer du sein est un fléau social qui touche actuellement, je parle de la France, pour l'année 2010, la perspective est quand même catastrophique, 70 000 nouveaux cas de cancer du sein en France, du sein, 70 000 nouveaux cas. Pour la prostate, exactement le même chiffre, 70 000 nouveaux cas de cancer de la prostate chez l'homme en France, qui fait 10 000 morts d'hommes par an et 11 200, 11 500 morts femmes par an, ce qui est énorme. Alors, évidemment, tout cela est inquiétant. Et la question que l'on se pose, c'est quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Parce que, comme pour tous les cancers, il n'y en a pas qu'une seule, bien évidemment. Alors, vous avez la génétique. La génétique dans le cancer du sein, c'est 5 à 8% maximum. Sur 100 femmes atteintes de cancer du sein, vous en avez 5 à 8% qui ont un gène. Ce gène peut s'appeler BRCA1, breast en anglais qui veut dire sein, CA cancer 1, numéro 1, et puis il y a le 2. Une femme qui est porteuse du BRCA1, elle a 80% de risque, pas de chance,
de risque. Parce que beaucoup de médecins disent, vous avez X% de chance. Parce qu'ils traduisent le mot chance en anglais qui veut dire hasard, qui ne veut pas dire chance. C'est le risque. Vous avez 80% de risque de faire un cancer du sein avec ce gène. Alors on vous dit, il faut enlever les deux seins. Comme il y a 50%, 45% de risque de faire un cancer de l'ovaire, il faut enlever les ovaires. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut donner des conseils qui sont des conseils de comportement positif pour la santé. Ça veut dire qu'il faut dire à ces femmes, 1, il faut avoir des enfants. Minimum 1, il faut commencer par 1. 2, il faut l'allaiter. Et l'allaitement maternel est quelque chose de génial. Mais ce n'est pas l'intérêt des laits soi-disant dits maternisés ou des laits avancés. Ferez-vous que dans le lait d'une femme pour son enfant, il y a 7 merveilles du monde. Ce n'est pas les 3 facteurs de croissance qui sont dans le lait de vache pour faire un corps de veau qui va peser 300 kilos de plus 1 an après sa naissance. Ce sont 7 facteurs neurotrophiques qui sont situés dans le lait maternel et qui sont destinés au cerveau de cet enfant. Et cet enfant, 1 an après sa naissance, nous y sommes tous passés, nous avons pris à peu près 5 kilos, on est passé de 3,5 à 4 à 9 kilos, mais à 1 an, on commence à marcher, on commence à reconnaître papa, maman, les frères, les sœurs, on commence à babiller, à parler, on commence à jouer avec du bleu, du rouge et du vert. Bref, il y a de l'intelligence. Parce que dans le lait maternel, vous avez des facteurs de croissance qui sont des facteurs neurotrophiques, et les autres facteurs, ceux qui sont pour le veau, ils y sont aussi, mais à faible dose. À faible dose. D'autre part, si vous regardez le calcium du lait maternel par rapport au calcium du lait de la vache, par exemple, eh bien la vache, et c'est logique, elle a 3 fois plus de calcium que le lait maternel. Alors on vous dit, formidable, vous avez beaucoup de calcium. Mais ça ne sert à rien, sinon à irriter votre côlon, puisqu'il est absorbé à 35%. Donc, le calcium du lait du bovin est un calcium qui est bon pour le bovin, mais qui n'est pas bon pour moi, il y en a 3 fois trop. Par contre, dans le lait maternel, il n'y a pas de souci. Et quelle est la durée idéale? Eh bien, c'est minimum 6 mois. Et en France, savez-vous qu'il n'y a que 57% des femmes sur les 830 000 femmes qui accouchent chaque année en France, il y en a seulement 57% qui allaitent leur enfant. Parce qu'on leur dit, ça vous fatigue. Bien sûr que ça fatigue. Si nous, les mecs, on devait accoucher, il n'y aurait pas un homme sur la terre, vous êtes d'accord? Pas un seul. Alors on vous dit, madame, vous allez accoucher, et oui, vous montez sur une table de travail. Vous voyez, c'est quand même, bon, table de travail. Ensuite, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Moi, j'ai accouché 6 fois. Enfin, j'ai vu ça de près. Hein. Bon, quel travail. Et puis ensuite, madame, vous êtes fatiguée, alors vous inquiétez pas, on va vous donner des vitamines. C'est pas des vitamines qu'on leur donne, on leur donne du Parlodel, qui est un antiprolactine. Et un antiprolactine, c'est quoi? C'est une hormone qui est une anti-hormone, qui est destinée à bloquer la formation de la prolactine, qui veut dire prolactation. Et je sais qu'il y a des sages-femmes dans cette salle, et je sais qu'ici même, en Belgique et à Bruxelles, il y a une prise de conscience qui est nettement en avance sur celle que nous avons en France, et c'est une très bonne chose. L'allaitement maternel, c'est l'idéal pour le sein, santé du sein de la mère, et l'idéal pour la santé de l'enfant. Donc il est à l'allaitement maternel, il n'est jamais malade. Il n'y a pas besoin du Toubib, de l'ORL, de qui vous voudrez. Dès que vous le mettez à la crèche, il faut le vacciner, il tombe malade. Otite, rhinite, pharyngite, c'est la trilogie classique. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut absolument faire passer, qui sont des choses de bon sens. Et il ne faut pas accepter de donner aux femmes ce médicament qu'on appelle le Parlodel, et il y en a bien d'autres, qui sont destinés à bloquer la lactation, souvent même sans le dire à la femme et sans le lui expliquer. Ça, c'est inadmissible. D'où nécessité de le faire savoir au grand public. Alors, le cancer du sein, vous avez compris qu'il y a le petit ou les facteurs de croissance qui donnent des risques importants, mais 5 à 8% des femmes, grand maximum. Et puis le reste, vous trouvez le tabagisme. Une femme qui fume, elle augmente la formation de la prolactine hors grossesse. Elle n'est pas en état d'accouchement ou post-accouchement, mais par contre, la prolactine est sécrétée par la nicotine qui excite, et en plus la nicotine elle est urinée, donc elle va être un irritant au niveau de la muqueuse de la vessie avec risque de cancer vésical chez les gros fumeurs, hommes ou femmes. Et donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à reconnaître. Le tabagisme est nocif pour le sein. Je donne un exemple. Vous avez des hommes qui sont assez gros fumeurs, un paquet et demi par jour, et un beau jour ils ont une boule au sein. Et la boule au sein, ça s'appelle une gynécomastie. Et la gynécomastie, l'homme, il n'aime pas trop avoir ça. Il va vite consulter.
Seulement, c'est souvent déjà, parce que la glande est toute petite, un cancer du sein. Et le cancer du sein chez l'homme, nous en avons malheureusement. Et ça, ils sont liés, d'une part au problème du tabagisme et d'autre part à la consommation de médicaments dits hyperprolactinémiants. La France est le pays du monde le plus gros consommateur d'anxiolytiques, de somnifères, d'antidépresseurs. C'est effrayant. Je voyais il y a encore pas très longtemps un homme qui arrivait avec malheureusement un cancer du sein. Je cherchais le tabac, il n'y en avait pas. Je cherchais des médicaments, je n'en trouvais pas. Je lui demandais s'il avait pris un médicament autrefois qu'on appelait le Tagamet, qui est utilisé dans le traitement des ulcères à l'estomac et qui est un hyperprolactinémiant. Rien du tout. Puis à un moment, sa femme lui dit chérie. Vous savez, quand la femme vous dit chérie, il va se passer quelque chose en général. Alors, je dis madame, pourquoi dites-vous ça? Elle lui dit, mais tu prends depuis longtemps quelque chose pour dormir. Ah, il avait oublié. Et oui, 14 ans auparavant, il avait eu un petit problème de sommeil. À qui ça n'arrive pas? Au lieu d'aller se bouger le soir avant d'aller se coucher, au lieu de regarder comme la vache qui a passé le train, on parlerait de la télévision, eh bien, on regardait des bêtises, au lieu d'aller faire des choses utiles à sa santé, eh bien, je ne peux pas dormir, donc il prenait du Noctron. Mais c'était pas écrit dessus qu'il fallait en prendre pendant 3-4 mois, et puis qu'après, il fallait essayer de s'en passer. 14 années durant. Au bout de 14 ans, il avait ce qu'il lui fallait, quoi. Alors c'est vrai que tout le monde ne fera pas la même chose, mais cet homme a certainement eu une susceptibilité génétique qui le rend plus sensible à ce genre de pathologie qu'un autre homme. N'empêche que la cause, elle est là. Alors ça va être opération, chimiothérapie, les rayons, les ganglions qu'il faut enlever, la radiothérapie en complément. Enfin bref, calvaire tout ça. Le cancer du sein pourrait être évité dans la mesure aussi où on donnerait des conseils nutritionnels et puis des conseils aussi au niveau des médicaments. La femme française ne se rend pas compte qu'elle prend des médicaments qui peuvent être dangereux. La femme française est gavée d'hormones. Elle est gavée dès la puberté. 3 boutons sur le nez, on va lui donner un produit qu'on appelle le Roaccutane, qui n'est pas autre chose qu'une sorte de prévitamine A extrêmement active, mais comme si jamais elle attend un bébé, elle risque d'avoir un bébé qui sera profondément anormal, alors il faut qu'elle prenne Diane associée, donc estroprogestatif. Et ces estroprogestatifs à 14 ou 15 ans, je suis désolé, c'est facile à comprendre, mesdames. Lorsque vous êtes à l'âge de la puberté, avant votre puberté, vous n'avez pas encore de poitrine. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vers l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, cela dépend un peu de chacune d'entre vous, vous allez avoir les ovaires qui se mettent à fabriquer une première hormone, ils sont au nombre de 3 d'ailleurs, qui s'appellent les estrogènes. Bien. Et ces estrogènes permettent gentiment au sein de se construire. Parfait. Bien. Et puis, ça s'arrête, heureusement, sinon ça ferait une gigantomastie. J'en ai vu un cas, mais heureusement ça s'arrête. Bien. Mais qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, quand le sein est à peu près construit, il va arriver une deuxième hormone qu'on a une progestérone, progestation, pour faire le bébé. Et pour préparer au niveau de l'utérus le petit nid pour recevoir l'œuf humain étant constitué d'une part de l'ovule dans la trompe qui prend le spermatozoïde et quand ils sont réunis entre eux, il y a chacun d'entre nous, on a commencé par être un œuf, pas de poule. Dans la trompe de notre mère, bien. Et puis ensuite, on arrive dans l'utérus, et là, on fait le nid, ça s'appelle la nidation, bien. Ce qui est sûr, c'est que ces deux hormones, ce sont des hormones naturelles. Elles sont fabriquées par vos propres ovaires. Comme nous, les hommes, nous fabriquons une seule, la testostérone par les testicules. Bien. Alors voilà, quand on veut vous stopper l'ovulation, eh bien, au lieu de trouver des moyens qui seraient des moyens écologiques, et c'est pour cette raison que je suis très favorable à une écologie de la sexualité et pas une chimie de la sexualité, on va vous donner des perturbateurs endocriniens sans vous le dire. On va vous dire, madame, prenez des estroprogestatifs et comme ça vous n'aurez pas d'ovulation. Certes, vous n'avez pas d'ovulation, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la dose d'estrogène que vous prenez, elle est entre 20 et 50 fois supérieure à celle qui est fabriquée par vos ovaires, et vos ovaires, ils sont au repos. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la dose de progestérone qu'on vous donne, elle est entre 20 et 100 fois supérieure à la dose fabriquée par vos propres ovaires. Il n'y a pas très longtemps, je voyais encore une jeune femme qui arrivait avec une tumeur du foie qui était heureusement pour elle pas un cancer, qui était un adénome hépatique, 40 ans, un adénome hépatique chez une femme de 40 ans, cherchez pas, c'est d'origine hormonale, c'est estroprogestatif. Et évidemment, les laboratoires ne vous diront pas qu'après 7 ans de prise, il faut faire une échographie hépatique tous les ans. C'est écrit nulle part. Et pourtant, c'est la sécurité. Mais on ne vous dit pas non plus que ça augmente les risques de cancer, que les estrogènes et les progestatifs artificiels, quels qu'ils soient issus
des urines d'une jument, comme on l'a fait avec le traitement hormonal de la ménopause aux États-Unis, ou qu'ils soient fabriqués d'une manière industrielle par génie génétique, ce sont des hormones exogènes que notre corps est parfaitement capable de reconnaître et de pas rejeter, de recevoir pour stimuler des tissus qui n'ont pas besoin d'être stimulés. Le sein est hormonodépendant. La prostate est hormonodépendante à la testostérone, le sein est hormonodépendant aux estrogènes et à la progestérone. On avait dit que les estrogènes étaient cancérigènes et que la progestérone était une protection. Donc, un, je te donne un produit dangereux, et deux, je t'en donne un autre pour neutraliser le danger. Et maintenant, on sait que c'est faux. On sait que les deux sont dangereux. Seulement en France, ça a été dit entre le 1er et le 4 août 2005. Ça a été dit en 1998, mais aucun journal People féminin ne l'a dit. Il ne faut surtout pas faire peur. Moi, je ne suis pas pour faire peur, je suis pour dire la vérité. Je suis pour que les gens soient conscients scientifiquement de ce qui se passe dans leur propre corps. Et si les femmes étaient au courant, c'est pour cette raison que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Femmes, si vous savez », et si les femmes étaient au courant, elles diraient à leur mari chéri, tu la prends toi. Mais nous, on ne veut pas. À un moment, chez Mao Tse-tung, quand il était encore là, il avait été décidé la vraie parité. Les hommes la prenaient pendant 1 an, l'année après, c'était les femmes. Seulement, les hommes, ils la prenaient en la faisant passer le long du col de Mao Tse-tung. Parce qu'ils disaient, moi, j'en veux pas. Parce que dans le domaine de la sexualité, l'homme est beaucoup plus sensible que la femme. Nous pouvons être évalués, comme on dit. La mécanique, ça se perçoit. Tandis que la femme peut nous dire, nous avons été un petit génie. Et pensées nulles. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes dans notre société. Et il faut faire très attention que les taux de cancer du sein et de la prostate, aujourd'hui, on est en train de les voir chez des couples. C'est-à-dire que vous voyez madame qui va faire un cancer du sein, et elle le fait d'autant plus tôt qu'elle a eu le traitement hormonal de la ménopause, bien que maintenant, on s'est rendu compte qu'il fallait le supprimer, les femmes sont averties, donc on a eu une baisse de 13 à 15% des taux de cancer du sein après la ménopause, grâce à l'arrêt du traitement hormonal substitutif, dont je dis depuis 40 ans qu'il faut l'arrêter. Par contre, ce que nous voyons, c'est des hommes qui font le cancer de la prostate, tandis que la femme a fait le cancer du sein. Et donc la femme le faisait avant avec le THH, traitement hormonal, traitement substitutif de la ménopause, ou traitement substitutif TSM, et l'homme le fait après, parce que ce sont les mauvaises habitudes alimentaires du couple. Et dans ces mauvaises habitudes alimentaires, il y a ce gras. N'oubliez pas que les femmes stockent d'abord le gras, après le foie dans les seins, et nous dans le bassin. Ça ne s'écrit pas pareil. Ça veut dire que le sein, si vous voulez, qui a un tissu gras en excès, est un sein qui a, je dirais, un risque cancéreux plus grand que celui qui n'a pas. Ça, c'est surtout vrai après la ménopause. Vous voyez ? C'est surtout vrai après la ménopause. De la même façon que l'homme qui a un surpoids, qui ne fait pas de sport et qui se gave d'aliments lactés, comme je l'ai dit, de viande rouge, etc., celui-là va se retrouver avec des risques de cancer prostatique. Et autant le cancer prostatique avant, on le voyait à 100 ans, car sur 100 hommes qui arrivent à 100 ans, il est probable qu'à 90 hommes qui ont un cancer prostatique, c'est une forme de vieillissement. Mais quand vous l'avez à 50 ans, c'est pas normal. C'est pas normal. Or, on voit des cancers de la prostate. J'en ai vu un à 39 ans. Et quand je l'ai vu, j'en ai parlé avec un de mes collègues, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses qu'il fait comme métier? Il me dit, je sais pas. Il m'a dit, il doit être gros. Je dis, non, il est musclé. Je le mettais sur la voie. Eh bien, il faisait du bodybuilding. Et le bodybuilding, c'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'il se gavait d'éléments qui sont du dopage hormonal, et ce dopage hormonal, effectivement, est sensible pour le muscle, pour faire un muscle plus solide, ça c'est vrai, mais en même temps, la prostate, elle reçoit des récepteurs hormonaux qui peuvent effectivement la changer. Alors, vous voyez, à travers tous ces éléments que j'ai rapidement brossés de l'alimentation, je pense qu'il faudra que vous me posiez des questions, et on va prendre un petit temps d'arrêt pour prendre un petit verre, pour essayer essayer de faire descendre en nous tout ce que je viens de dire. Et puis, dès qu'on se retrouve, je réponds à vos questions. À tout à l'heure.